Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo hebdomadaire pour parler du témoignage de Langani. Langani, c'est une femme qui a vécu une partie de sa vie au Congo. Elle a échappé à un génocide. Alors ce qui se passe en ce moment au Congo depuis plusieurs décennies, les rebelles et les troupes gouvernementales se disputent les mines de coltan. Le coltan, c'est un minerai indispensable pour faire fonctionner tous les appareils électroniques, les smartphones, les ordinateurs, etc. Donc comme il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des massacres dans les villages pour pouvoir inspirer la terreur pour que les villageois s'éloignent des mines, pour que personne ne voit ce qui se passe là-bas, tout simplement. Parce que le minerai rapporte énormément d'argent. Lorsqu'il est extrait du pays, il est vendu à toutes sortes de multinationales qui l'achètent pour faire fonctionner et pour pouvoir vous vendre vos ordinateurs, vos smartphones, vos consoles de jeux, etc. etc. Donc je vous laisse avec ce témoignage parce que c'est très très intéressant, parce qu'elle a vécu ça dans son enfance, et par la suite, en grandissant, vu ce qu'elle a vécu, elle est aujourd'hui devenue prévoyante. Et je vous laisse avec son témoignage, on se retrouve juste après. Pendant la guerre, ceux qui avaient avant la guerre une vie de rêve, entre guillemets, ceux qui avaient vraiment la vie de rêve, comme on la voit ici, la vie facile un peu à l'occidental, ce sont ceux qui sont morts en premier. Et du coup, ça m'a fait penser, vous savez, il y a un mouvement là qui est un peu à la mode en ce moment, les survivalistes. Il y a un mouvement survivaliste, voilà, il survivre à quelque chose qui est un peu, qui fait un peu fureur en ce moment. Va voir sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de vidéos. Et j'aime bien regarder ces gens. Et ce que je trouve drôle, c'est que la plupart des personnes vont sur leur chaîne. Il y a beaucoup de commentaires négatifs. Des gens qui vont les insulter, genre vous êtes dans un monde, la télé fait pas mieux. Alors la télé les descend complètement, genre ils sont fous. Ce sont des gens qui attendent un chaos qui n'arrivera jamais. Voilà, en gros les survivalistes, ce sont des personnes, voilà, qui pensent qu'il faut se préparer en cas de catastrophe. Ça peut être une catastrophe naturelle, un tsunami, une inondation, une guerre, une révolte. Donc ce sont des personnes, voilà, qui se préparent, qui font des stocks de médicaments, de nourriture, de beaucoup de choses. Et qui, voilà, essaient de trouver les moyens d'être prêts. Au cas où quelque chose de ce genre-là arrivait, ils seraient prêts à se battre. Ils vont même jusqu'à stocker des armes pour pouvoir se protéger et tout ça. Et les gens se foutent un peu de leur gueule. La télé fait aussi un peu pareil. Donc, moi, je me suis dit, je vais quand même raconter mon expérience. Peut-être que ça va servir. Voilà. Moi, je me rappelle la toute première guerre du Congo. Je crois qu'on était en 96 quand ça a commencé. Ça a commencé à l'est du pays et nous, on habitait à l'ouest. Et en plein milieu, il y a la forêt tropicale. Tu vois, c'est très difficile à traverser. Donc, quand la guerre commence à l'est, ça met des mois avant d'arriver à l'ouest. Donc, on avait le temps de voir venir les choses. Et moi, j'étais petite. J'avais quel âge? J'avais 9 ans à l'époque. Donc, j'étais vraiment petite. Je ne comprenais pas tout. Je me rappelle juste d'un matin, j'étais dans la chambre de mes parents. À 9 ans, je dormais encore dans la chambre de mes parents. Donc, j'avais un lit séparé, mais je dormais dans leur chambre. Donc, j'étais dans leur chambre. Et mon père n'était pas là. Je n'ai pas le souvenir de le voir dans la pièce. Ma mère était là. Puis tout d'un coup, genre elle sursaute. Elle met la radio à fond, tu vois. Elle met la radio à fond. Et là, elle me fait chut. Je ne sais plus ce que je faisais. Moi, j'adorais chanter. Donc, en général, je passais mon temps. Ce que mon fils fait dans les vidéos, là. Ce que moi, je faisais à ma mère. Tout se paye ici-bas. Voilà. Donc, elle me fait chut. Et elle était tellement sérieuse. Elle écoute attentivement. Je ne me souviens pas de ce qui passait à la radio parce que je n'y avais pas donné de l'importance. De toute façon, je ne savais pas. Je savais que les gens parlaient de la guerre et tout, mais pour moi, ça pouvait pas arriver, quoi. Un peu comme ce que toi tu penses aujourd'hui. Donc, puis tout d'un coup, je devais aller à l'école ce jour-là. Je ne suis pas allée. Elle est sortie et je l'ai vue revenir avec des tonnes et des tonnes de nourriture. Déjà, c'est quelqu'un qui avait l'habitude. Parce que comme je dis dans la plupart des vidéos, le problème d'habiter dans les villes en Afrique, c'est que nous sommes fournis par les campagnes en nourriture. Donc, quand il y a des problèmes sur la route, un accident, une route bloquée, une route cassée, une pluie, une sécheresse, quelque chose, en ville, tout augmente de prix, plus personne n'a à manger. Bref, c'est la pénurie totale. Donc, les gens ont quand même cette mentalité-là, quand ils en ont les moyens, plutôt que d'acheter le riz,
Ils achètent le sac de riz et ils mettent à la maison. Voilà. Donc, ma mère avait déjà un peu cette mentalité. Et moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans une maison où on faisait les provisions en avance. Au cas où. Mais là, elle avait carrément abusé, quoi. Elle a ramené tout. Viande, poisson, plein de trucs. Et quelques jours après, effectivement, il n'y avait plus rien à manger. Nous, on avait tout. Et les gens venaient un peu nous demander, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Deuxième souvenir maintenant, beaucoup plus pertinent dans ma tête, parce que là, du coup, j'avais 11 ans, donc j'étais beaucoup plus consciente. C'était la deuxième guerre du Congo, en 98. Ça, je m'en souviens. Je dis toujours que je ne vais pas parler de ma foi ici. Mais j'ai été élevée en partie dans deux religions distinctes. Mais non, j'ai été élevée dans une religion catholique. Donc, je venais de faire ma première communion. Et quand tu fais ta première communion au Congo, mon Dieu, là-bas c'est la fête, quoi. Genre la fête de mariage, là c'est rien. Ce jour-là, tu dois t'habiller en blanc, tu dois porter des gants, on te fait la coiffurante, quoi. Genre tu as des trucs et la bouffe. Genre tu as toute la famille, tout le monde qui vient de l'intérieur du pays, des villages. Tout le monde vient. Donc c'est la méga fête. Et moi, j'avais fait cette première communion le même jour que mon frère. Donc, c'était la méga maxi, méga zix, c'était de fête. Donc, il y avait toute la famille qui avait tout ramené. Je crois que c'était au mois de juin ou juillet, quelque chose comme ça. Ou peut-être de mai, de 98 qu'on avait fait ça. Tout le monde avait ramené des trucs. Donc, on avait la maison remplie. Tu sais, les gens, quand ils viennent du village, c'est de là-bas que vient la nourriture. Ils ramènent des sacs, du manioc, du maïs, du soja, les chèvres entières, encore vivantes qu'on tue sur place. Ils ramènent tout. Quand la fête se termine, bien sûr, il reste toujours beaucoup de nourriture parce qu'on ne se concerte pas, genre on ramène quoi avant et tout. Non, chacun ramène et puis voilà. Et je crois qu'un mois après, la deuxième guerre a éclaté. Et là, j'étais consciente. On avait le congélateur rempli de poissons, la viande et tout. Il y avait du sel à ras-bord. Et donc, quand la guerre a éclaté, bien sûr, il y avait des coupures d'électricité, beaucoup plus. Déjà, il y en avait avant, mais là, il y en avait beaucoup plus souvent. Il y avait beaucoup moins d'eau, presque plus. Parce que l'armée, les rebelles, ils se faisaient un peu cache-cache, quoi. Il y en a qui coupent ici, l'autre qui coupe là-bas. Nous, au milieu, tout le monde s'en fout, c'est normal. Et bien sûr, il n'y avait plus aucun camion qui ramenait la nourriture. Donc, il fallait sillonner toute la ville pour trouver la nourriture. Donc, nous, ayant tout ça à la maison, les congélateurs, les premiers jours, il y a un peu la glace là qui protège. On n'essaye surtout pas d'ouvrir le congélateur, puis on se rend compte que c'est pas assez. Donc, on commence maintenant. Ma mère a dit, il y a du poisson et du sel. Vous allez découper tous les poissons comme ça. Donc, on était là, on sortait tout des congèles. On sortait tout. On découpait les poissons. On vidait, on lavait, on mettait du sel. On laissait sécher au soleil, ça faisait la morue. Tout ce qui pouvait être séché, on le séchait. Genre tout le maïs qui avait frais, on séchait. Tout ce qui pouvait être déshydraté au soleil. Et je crois que c'est ma première vraie expérience de conservation de nourriture que j'ai eue à 11 ans. On a commencé à fumer la viande, à saler la viande, à sécher la viande au soleil. Tout ce qui pouvait être sauvé pour ne pas que ça pourrisse. Sur le tas comme ça, on a commencé à le faire. Et souvent, c'est nous qui étions en train de faire ça. Parce que la journée, les parents devaient continuer à sillonner la ville pour retrouver autre chose. Et les réserves de nourriture se sont terminées très vite. Parce que quand tu fais ça, l'odeur de la viande, l'odeur du poisson et tout, les voisins, ils savent, ils sentent, donc ils viennent vous demander. Quand ils n'ont pas à manger, tu donnes. La famille, ils savent, surtout la famille, ils savent pertinemment qu'il y a eu une première communion là-bas, donc les réserves, là, il y en a encore. En temps normal, ils ne viennent pas, mais là, ils viennent demander, tu donnes. Et donc, les réserves de nourriture sont terminées très vite. Et là, j'ai vu mes parents, qui, bien sûr, à part les réserves de nourriture, avaient pris l'habitude depuis longtemps. Avant même, je ne sais même pas si le terme survivaliste existait déjà à l'époque, mais en tout cas, eux, ils ne connaissaient pas, c'est sûr. Garder de l'argent. Ils camouflaient un peu partout là dans la maison, partout là. Parce qu'à l'époque, les banques en Afrique, c'était plus vraiment, ça commençait vraiment à faire faillite. Dans la fin des années 90, les banques, c'était plus tout à fait ça. Et donc, je les ai vus avec beaucoup d'argent, mais ne sachant pas
quoi en faire. L'argent était là, mais quand on arrivait au milieu de la guerre, il fallait sillonner maintenant la ville, aller chercher la nourriture. Dès qu'il y avait un camion qui arrivait de province, de village, tout le monde se roue dessus. Les gens surenchérissent. Genre, celui-ci vient, il donne 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million de francs pour avoir genre un petit bout de poisson comme ça, juste pour aller nourrir les enfants. Et c'est là où je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie au fait que l'argent n'avait aucune valeur. Tu vois? L'argent n'avait aucune valeur. De deux, tu dois faire face à des problèmes du genre l'inflation. Tu vois, la monnaie qui n'arrête pas de changer de valeur. Soit la valeur de la monnaie augmente beaucoup trop, soit elle baisse beaucoup trop. Donc, en bref, non seulement il n'y a pas les produits, mais la valeur de la monnaie, c'est du n'importe quoi. Genre, tu peux être là, il est 8 heures. 1 dollar, ça vaut 1000 francs congolais. À 8h05, 1 dollar, ça vaut 1 million de francs congolais. Et je te raconte pas des conneries, c'était ça. Donc, du coup, plus personne ne payait en francs congolais. Il fallait aller chercher des endroits où acheter des dollars. Donc, les petits trucs là, même à payer de l'eau, parfois, tu commençais à payer des trucs insignifiants en dollars. Je ne te parle même pas de l'eau. Et donc, que ceux qui avaient la vie facile avant la guerre, ceux qui avaient chez eux des machines, ceux qui ne savaient pas laver les habits, les vêtements avec les mains, ceux qui faisaient tourner le lave-linge toute la journée, ceux qui avaient des bonnes pour tout faire pour eux. Hein, parce que la bonne, en temps de guerre, je suis désolée, quoi, elle reste chez elle avec ses enfants. Là, tu peux... Il y en a qui ont encore le courage de traverser la ville pour venir travailler chez toi, mais l'argent que tu lui payes, il vaut tellement plus rien que... Voilà. Tous ceux qui étaient habitués à cuisiner uniquement à l'électricité, avoir une vie au fait super développée, telle qu'on le voit d'un point de vue occidental, ceux-là, je peux vous garantir qu'ils ont eu du mal, quoi. Moi, j'ai vu des gens qu'on connaissait dans les quartiers comme ça. C'était terrible. Il est arrivé un moment, pendant la guerre, où il n'y avait tellement plus rien à manger qu'on mangeait du manioc matin, midi, soir. C'est-à-dire, les gens ont de l'argent à la maison, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que, tu vois le manioc là, va voir ma vidéo comment fabriquer la farine de manioc. L'étape où je fais sécher le manioc, juste avant de le mixer, parce que là-bas, les gens, le manioc, il arrive comme ça de province, déjà séché. Les gens, ils conservent le manioc chez eux entier, et puis ils vont au moulin. Ils vont faire moudre le manioc au moulin. Il y a des moulins dans tous les quartiers. Tu y vas à pied, tu fais moudre ton manioc, tu reviens chez toi, tu as ton petit manioc qui est moulu, ou alors tu vas au marché, tu achètes moulu. Ça se conserve plus vite comme ça, et puis c'est beaucoup plus frais comme ça. Mais comme il n'y avait plus d'électricité, on ne pouvait plus moudre le manioc. Tout ce que tu pouvais faire, c'est l'épiler. Mais quand tu commences à piler, tout le quartier est au courant que tu as du manioc chez toi. Parce que quand tu piles comme ça avec un mortier, ça fait tout le monde attend. Et quand tout le monde sait que tu as du manioc chez toi, tout le monde vient manger chez toi. Et tu ne vas pas te cacher. Parce que là-bas, les quartiers, la vie, c'est pas comme ici en Europe où les voisins ne connaissent pas les voisins. Là-bas, tout le monde se connaît. Genre le quartier, la voisine, c'est ta grande soeur. La mère de la voisine, c'est ta mère. Le chien de la voisine, c'est ton chien. Donc, quand quelque chose intéresse ta voisine, ça t'intéresse aussi. Quelqu'un de notre quartier vient insulter ma voisine, je l'insulte aussi. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un vient chez toi, c'est sans prévenir parce que déjà la personne se sent chez elle et elle vient normal. Donc, tu es obligé de manger avec lui. Donc maintenant, pour essayer de conserver le peu que tu avais, les gens ont créé une recette de toutes pièces. C'est-à-dire que on prenait le manioc déshydraté là. On ne pouvait même pas le tremper dans l'eau parce que déjà l'eau était devenue une pièce rare. On est arrivé à un niveau où on allait dans les maisons des riches, que les riches avaient désertées. Parce que eux là-bas, ils ont des piscines, tu vois. On allait puiser l'eau de piscine pour se laver avec, laver les assiettes et boire. Parce que parfois, aller à la rivière, c'était devenu trop dangereux. Les garçons ne pouvaient pas y aller parce que ils se faisaient enlever au fait pour être enrôlés dans l'armée ou chez les rebelles. Donc il fallait surtout cacher les garçons, surtout ceux qui étaient en âge de puberté, il fallait les cacher, il ne fallait pas les sortir. Et il n'y avait plus que les filles pour aller puiser de l'eau. Les filles, qu'est-ce qu'on risquait? On risquait d'être violées ou d'être enlevées, mais pour devenir des femmes d'eux.
de ces militaires-là pour servir d'esclaves sexuels en gros. Ou leur faire à manger, des choses comme ça. Mais un garçon, le risque était beaucoup moindre pour la fille parce que, je dis ça c'est cruel, hein, mais je te décris l'exemple, le cas tel que c'était vu à l'époque. Parce que la fille, on peut la violer, on la laisse sur place, elle va revenir vivante, si elle a de la chance. Le garçon, il n'a aucune chance. On l'attrape, il part. Vous le revoyez plus jamais. Donc c'était notre tâche à nous d'aller chercher de l'eau. Et parfois, aller à la rivière, quand on savait qu'il y avait un groupe militaire là-bas ou qu'il y avait des attaques là-bas, on n'y allait pas. Donc la seule solution, c'était, on a entendu que dans telle parcelle, son robinet, il y a l'eau qui sort, tout le monde se roule là-bas. Vous ramenez votre argent, bien sûr, parce que là, tout devient payant. Hein. La solidarité, elle devient un peu moindre. Là-bas, il y a une piscine. Là, les gens, là, ils ont l'argent. Ils ont réussi à prendre l'avion, à traverser le pays ou à quitter le pays parce qu'ils ont fui la guerre. On va pousser l'eau dans leur piscine. On va piller leur maison, en gros. C'était ça. Donc, le manioc, là, on ne pouvait même pas le tremper dans l'eau. L'eau, il faut bien la garder. C'était vraiment une ressource précieuse. Et je ne vous dis pas, la guerre est arrivée pendant la saison sèche. Pendant l'été, là-bas, c'est un peu comme l'hiver. La saison sèche, il ne pleut pas et il fait un peu frais. Donc, l'eau de pluie, niet. C'était le pire moment que ça pouvait arriver. Donc, on prenait le bâton de manioc là séché. On mettait comme ça sur le feu, comme ça. Un peu comme barbecue. On attendait que ça jaunisse un peu, que ça devenisse un peu doré là. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Et puis, on mangeait comme ça. C'est tout ce qu'on mangeait. Puis, de temps en temps, quand tes parents arrivaient à attraper une viande ou un légume ou quelque chose, vous mangez. Nous, on avait dans notre parcelle un petit jardin. Ma mère, elle cultivait le manioc. Surtout pour les feuilles, hein, la variété qui donne beaucoup de feuilles, pas ceux qui donnent du tibékil. On avait 2-3 tomates par-ci, par-là. Donc, de temps en temps, on était un peu privilégiés. Mais c'était dur parce que c'était, comme je te dis, c'était la saison sèche. Et pendant la saison sèche, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hein, les trucs qui poussent plus pendant la saison de pluie. Donc, les trucs, le denrée, c'est fois un peu rare. Pourquoi je te raconte toute cette expérience-là? Je veux pas que tu aies pitié de moi, j'en ai rien à foutre. Je vais te faire comprendre un truc. Pourquoi j'insiste tant sur la non-valeur des choses matérielles? L'argent, l'électricité, les diamants, hein, n'est-ce pas? L'or, tout ça. Parce que, au final, moi, cette expérience, j'avais 11 ans pour la Deuxième Guerre, hein, m'a permis de me rendre compte que, que tout ça, en fait, ça servait à rien. Que quand ça bombarde, quand ça vient, la seule chose qui t'importe, c'est boire et manger. Parce que ceux qui n'avaient pas à boire, ceux qui n'avaient pas à manger, ceux-là, ils sont tombés malades. Ceux qui ne savaient pas cultiver un petit légume, ceux-là, ils ont eu beaucoup moins à manger que nous. Ceux qui ne savaient pas se débrouiller, ceux qui avaient des réserves d'argent, ça leur a servi à rien du tout. Ça leur a servi peut-être à avoir 100 grammes de poisson quand il y a eu des pêcheurs qui sont arrivés de je ne sais où, une fois, mais c'est tout. C'est tout. Donc moi, j'ai appris que plutôt que de vouloir capitaliser l'argent, de vouloir garder le matériel, de vouloir. Enfin, cette analyse-là, je l'ai fait maintenant, hein, maintenant que je suis comme ça, adulte là maintenant. Hein. Quand j'avais 18 ans, je ne pensais pas ça. De toute façon, je pense que je m'étais créé une barrière psychologique où j'avais décidé d'oublier tout ça. Parce que franchement, tout ça, j'avais oublié. Maintenant, je me rappelle pour que ça me serve de leçon. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, les gens qui savaient faire les choses, les gens qui avaient l'habitude de marcher à pied, ce sont les gens qui ont pu fuir les armes beaucoup plus loin, encore plus. En ville, la guerre n'a pas trop fait de dégâts, pas beaucoup. On avait des pénuries parce que la campagne, ça chauffait. Mais par contre, à la campagne, moi j'avais la famille à la campagne. Ceux qui venaient là, tu vois, la personne, elle est enceinte, elle fait 400 km à pied pour arriver jusqu'en ville. Elle suit le chemin, elle marche tout au long du chemin. Moi, j'ai une cousine comme ça qui est arrivée, qui nous a frappé à la porte, on ne comprenait rien, on avait peur. Là. Mais qu'est-ce qui frappe comme ça? On ouvre comme ça, c'est une meuf qui est en train d'accoucher devant la porte. Parce qu'elle était enceinte. Quand ça a bardé, elle s'est mise à courir sans même savoir où elle allait, puis elle est arrivée. Ceux qui avaient l'habitude de marcher à pied, parce que leur corps est entraîné, eux, ils ont pu marcher plus longtemps. Ceux qui se la pétaient en voiture, moi je suis riche, je roule en Jaguar. Hein? À l'époque, c'était les Mercedes qui étaient là-bas. Ceux-là, pour courir, c'est dur. Hein? Genre, tu cours 5 mètres comme ça. Attendez-moi, qui va t'attendre? Qui va t'attendre, mon coco? Personne, non, personne. Ta propre mère va fuir, elle va te laisser là. Parce que quand ça bombarde, ça bombarde.
Donc j'ai compris que le mieux quand même être entraîné. Hein. C'est pour ça que j'ai recommencé depuis un certain temps à regarder un peu les survivalistes là, parce qu'ils m'inspirent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'ils partagent que je sais déjà par nature, enfin pas par nature, par expérience, parce que j'ai vécu ces guerres-là, ces 3 guerres-là. Mais il y a beaucoup de choses que j'apprends d'eux aussi. Donc j'aime bien apprendre, je me dis, on ne sait jamais. Parce que quand ça vient, ça ne prévient pas. Ça vient seulement, ça vient. Qui va te prévenir que je vais te faire la guerre? Coucou, il y a l'âne qui est arrivé. Parce que s'il te prévient, tu vas te préparer. J'ai compris que ça ne sert à rien de garder beaucoup d'argent. Quand je te parle d'épargne dans mes vidéos et tout ça, je te parle souvent d'épargne. Mais épargne, ça ne veut pas dire garder des espèces chez toi ou garder des chiffres dans ta banque. Hein? Parce que ce qu'il y a dans ta banque là, ce n'est pas de l'argent, c'est des chiffres. Hein? Au cas où je ferai une vidéo sur ça. Ça ne veut pas tout simplement épargne. Ça peut être épargne la nourriture, épargne l'expérience. Tu vois? Savoir comment faire tes propres légumes, savoir comment te soigner naturellement, simplement là avec des plantes comme ça. Savoir marcher, ça c'est très important marcher, parce que quand il n'y a plus d'essence, la voiture. Ouais. Mais c'est aussi important de savoir conduire, hein, parce que ça peut te permettre d'aller beaucoup plus loin, si une bombe ne t'atteint pas entre temps. Voilà, donc... C'est pour te dire l'importance de l'expérience. Savoir faire des choses par toi-même. Nous sommes dans une société où tout est tellement facile. Il y a des machines. Moi, j'ai lave-vaisselle, lave-linge, j'ai un aspirateur. C'est des gars, ils sont là. Ils s'ennuient. De temps en temps, je viens, je dis, toi, lave-moi les vêtements. Toi, lave-moi la vaisselle. Antoine, mon aspirateur robot s'appelle Antoine. Je dis, Antoine, nettoie-moi la maison. Et il nettoie. Et il le fait bien en plus, quoi. Non, mais il est docile, là, celui-là. Oula! Non, quand tu es habitué à faire ça depuis que tu es né, le jour où ça va barder dans ta vie, il ne faut pas forcément s'attendre à une guerre. Tu peux perdre ton travail du jour au lendemain. Tu étais habitué à une vie là, très aisée, très zen et tout. Le jour où ton patron là te botte dehors, est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu sais même par où commencer? Est-ce que tu sais dormir dehors? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu connais les basiques, le rudimentaire de la vie? Parce qu'au final, il n'y a que ça d'important. Tu vois, il ne faut pas forcément voir des grosses catastrophes. Des catastrophes, il y en a tous les jours. Vos patrons, là, ils décident du jour au lendemain de te réduire ton salaire. Tu vas faire quoi? Tu vas le traîner en justice. Qui va payer l'avocat? Ou l'orange? Bon courage. Bref, c'est l'expérience que j'ai appris. J'épargne de l'argent. J'épargne de l'argent pour le court terme, toujours. Quand je t'ai dit d'avoir 13, 25 comptes bancaires aux bouches de poisson, tout ce que je t'avais dit dans la vidéo là, je vais mettre ça en lien là ou là, c'était pour te dire que tu épargnes pour le court terme, pour que ça te permette, quand les impôts tombent, tu as l'argent pour le payer. Tu as de quoi, voilà. Mais pour le long terme, ça ne sert strictement à rien d'épargner du matériel. Ça sert d'épargner du matériel tant que la situation économique, sociale, politique reste stable. D'accord. Il faut quand même investir. Tu peux investir dans l'immobilier, dans des actions, dans une entreprise, dans des terres, dans tout ce que tu veux. Tu investis vraiment dans tout ce que tu veux. Ça restera là. Parce que le truc catastrophique là peut ne pas arriver. Et là, ton investissement va être rentable. Mais pendant que tu investis dans tout ça, tout ce matériel-là, pense aussi à investir dans l'expérience. Forme-toi. Forme-toi à faire des choses, surtout les choses basiques, auxquelles tu ne donnes pas d'importance parce que quand même, la société dans laquelle on vit nous a appris que ces choses-là ne servent à rien. Pense à apprendre à faire ça. Et je peux te dire que quand la guerre a fini, ceux qui savaient faire les choses, oh mon Dieu, mais ceux-là, ils sont montés quoi. Ceux qui savaient faire un peu de menuiserie, ceux qui savaient construire la maison. Ah oui, parce qu'après, il faut tout reconstruire. Une fois que les gagas fous là, une fois qu'ils ont tout cassé, on ne sait pas pourquoi ils cassent tout.
là, ils viennent avec leurs armes, ils cassent tout, ils mettent des bombes partout. On sait pas, ça les amuse et puis voilà. Mais une fois que eux maintenant ils sont fatigués de jouer, eh ben il faut continuer à vivre. Donc pour continuer à vivre, tu as intérêt à savoir faire des choses. Parce que là, les entreprises sont mortes, tout le monde est mort, il n'y a plus de travail. En ton travail, il n'y a plus. Non, il n'y a pas que pendant la guerre qu'il faut survivre. Quand tu survis pendant la guerre, l'après-guerre, c'est encore plus dur que la guerre. Parce que la guerre, pendant même la guerre, c'est stressant. Parce que tu dois courir partout, tu dois être prêt à courir, tu dois être prêt à fuir, tu dois être prêt à manger. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est pressé. Mais une fois que la guerre est finie, tout redevient au ralenti et il faut tout reconstruire. Et ça, mon coco, je peux te dire aussi que ceux qui avaient la vie facile avant, ils n'ont pas survécu. Ça, je peux te le garantir. La reconstruction est rude. Il faut tout replanter, il faut tout. Donc ceux qui savaient planter leurs légumes et tout ça machin, ben, ils ont pu vendre des légumes aux autres. Ceux qui savaient planter ont pu planter. Et puis les intelligents, parce qu'il faut savoir faire, mais il faut aussi avoir un peu une tête. Hein. Les intelligents ont investi. Ils ont investi dans des petites boutiques. La boutique a grandi, ils ont investi dans plus grand. Et puis, ceux qui étaient dans le système de consommation, genre je gagne de l'argent, aussitôt gagné, au lieu d'investir l'argent, je consomme. Et bien ceux-là, ils ont gagné vite, mais ils ont consommé vite et ils sont retombés encore plus bas qu'avant. Parce qu'ils ont gagné, ils se sont dit, ouais, parce que là, du coup, tout le monde devient pauvre, hein, tout le monde devient super pauvre. Et donc, du coup, quand tu gagnes un peu, tu as l'impression, tu te dis, oh, je suis enfin riche. Genre, ça fait 20 ans que tu attendais d'être riche. Et puis tout d'un coup, tu es riche. Et puis là, tu te mets à faire tout ce que la personne lambda ferait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu gagnes 1 euro de plus, tu vas acheter la glace, tu vas acheter les pop-corn, tu vas dans les restaurants kitsch, tu vas en boîte. Tu achètes la voiture, la dernière cri, tu achètes la maison, ou alors tu vas louer même. Il y en a, au lieu d'acheter, ils vont louer. Il va louer la maison hyper grande pour que tout le monde voit qu'il a une maison grande. Et tout ça là, machin. Ah, ceux-là, ils sont encore retombés plus bas parce que quand l'argent est fini, est fini. Hein, ils ne savent pas penser pensement. Conclusion, investis dans le court terme pour pouvoir subvenir aux besoins de court terme. Investis en moyen terme pour les mêmes raisons. Investis à long terme, hein, pense à tes enfants, pense à là où ils vont habiter, pense que peut-être un jour tu vas mourir, bah, tu leur laisses des terres à vendre, des choses comme ça. Ok. Mais au cas où il y a la guerre qui est arrivée, que tu mourrais, qu'il n'y a personne pour réclamer les terres, tout ça, ou je sais pas quoi, investis dans le savoir-faire. Et ça ne sert à rien d'investir dans le savoir-faire créer un logiciel. En guerre, le logiciel, là, tu ne le crées pas. En tsunami, le logiciel, tu ne le crées pas. Ça te servira après si tu as survécu. Pour la guerre, apprends le basique de la vie. Comment avoir de l'eau, comment avoir à manger, comment soigner les petits bobos, même les gros. Hein. Tu peux apprendre à recoudre une plaie parce que ça sert. C'est facile, hein. Il suffit d'avoir une aiguille, n'importe quel fil, tu trempes dans de l'eau chaude pour désinfecter et tu coules le pet de la personne. Sans anesthésie, ben, tu vas le trouver où en cas de catastrophe? Il n'y en a pas. Mais quand il faut recoudre pour sauver la personne, il faut le faire. Donc tu apprends aussi ça. Stocker un peu de nourriture, ça sert pour 1 mois, 2 mois, hein? Pour quelques temps. Ça ne sert pas pour après. Nous, on en avait. Ça a duré 2 mois. On n'avait plus à manger après. L'argent, ben, je viens de te citer l'exemple. Et apprends aussi le savoir-faire pour après la catastrophe. Quand il faut reconstruire. Tu vois? Ça, ce sont les vraies choses de la vie, ça, auxquelles il faut penser. Et ça, ce sont les premières valeurs que je suis en train de transmettre à mes enfants. Je ne suis pas en train de leur dire, va faire des études pour devenir quelqu'un. Quoi? Parce que quand je l'ai accouché, là, ce n'était pas quelqu'un, c'était un chien. N'importe quoi. Moi, j'accouche de quelqu'un dès le départ. Genre, dès qu'il y a ovules, sperme qui ont fait, spermatozoïdes qui ont fait fécondation, machin, la personne est déjà quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'envoyer à l'école pour qu'il devienne quelqu'un. Bullshit. J'ai pas besoin qu'il travaille chez Google pour qu'il devienne quelqu'un. Bullshit. Il est quelqu'un dès le début. Voilà. C'était juste ça. Hein, avec le sourire à la fin. Pour te raconter ma toute petite expérience. Pour te dire que quand il y a des gens qui se préparent aux catastrophes et tout ça, là, machin, ils sont pas forcément fous. Ils sont réalistes. Hein? Et puis, si la catastrophe n'arrive jamais, c'est pas grave. Tu auras appris à faire des choses. Et je pense que les gens qui apprennent à faire des choses le mettent en pratique au quotidien. Donc, forcément, ça simplifie leur vie au quotidien, quoi. Hein? Que franchement, plutôt qu'aller payer ton plombier, il a 10 000 €, il y a ton évier qui est bouché, tu le fais toi-même, quoi. Merde.
Voilà, le témoignage arrive à sa fin. Je trouve que ce témoignage est très intéressant. Même si elle l'a posté il y a 2 ans sur sa chaîne, je trouve qu'il fallait le remettre au goût du jour pour se remémorer ce qui peut nous arriver. Alors tu me diras, oui, ça s'est passé en Afrique, mais ça peut se passer n'importe où sur le globe. Un effondrement de ta normalité peut arriver à n'importe quel moment. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des inondations, et qui a coupé des villages entiers du reste du monde. Quand il n'y a qu'une seule route pour atteindre le village qui se trouve un peu en hauteur dans la montagne, eh ben, t'es coupé du monde. C'est un effondrement de ta normalité, parce que du coup, on ne peut pas te ravitailler, on ne peut pas venir te porter secours. Du moins pas dans l'immédiat. C'est arrivé aussi également à ceux qui ont subi l'ouragan Irma à Saint-Martin. On connaît l'histoire. Ils sont restés plusieurs semaines sans aide. Ils ont dû se débrouiller tout seuls. Pareil, il y a l'ouragan de Katrina aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, qui a tout dévasté. Et les citoyens se sont retrouvés encore plusieurs semaines à se débrouiller tout seuls. Il faut savoir quand même que même si on est dans un pays développé, à l'heure où je te parle, c'est-à-dire 15 ans après Katrina, il y a encore des quartiers entiers qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable, ni à l'électricité. 15 ans après les faits. Donc je pense que faut vraiment te prendre en main et pas compter uniquement sur l'état providentiel parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et dans quelles circonstances ça peut arriver. On a aussi le cas, par exemple, politique en ce moment aux États-Unis, où il y a un président qui a été élu, entre guillemets par la presse. Est-ce qu'il a triché? Est-ce qu'il a gagné honnêtement? Je ne sais pas. En tout cas, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, ne reconnaît pas sa victoire. Donc ça veut dire que potentiellement, si Donald Trump va au bout de sa démarche, il peut décider de rester au pouvoir. S'il le fait, il va avoir des partisans derrière lui. Et ceux de Joe Biden vont se mettre derrière Joe Biden. Ce qui fait qu'on peut rentrer potentiellement en guerre civile. Alors, c'est un scénario, hein, c'est catastrophe et tout. Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais toutes les possibilités sont à mettre sur la table. Parce que entre les deux partisans, il y a des citoyens qui peuvent subir les décisions de ces personnes. Donc c'est toujours bien de pouvoir anticiper. Comme elle le dit dans sa vidéo, investis sur toi, forme-toi. J'ai bien retenu, hein. Fais du sport. Hein, moi, tu vois mes gros joues là, ben, je les ai pris depuis le confinement, il va falloir que je les perde ça aussi. Et il va falloir que j'entraîne mon corps, on ne sait jamais, pour marcher sur de longues distances, petit à petit. Mais il faut faire ces petites démarches, et c'est pour ça que je voulais te partager ce témoignage, parce que je le trouve très pertinent et très d'actualité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à m'encourager, à me laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à t'abonner si c'est toujours pas fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. C'est gratuit, ça donne de la force. Abonne-toi. Hop, j'oubliais. Je compte faire une interview en live avec Langani. Donc si par exemple tu as des interrogations, tu as des questions que tu aurais voulu lui poser, je t'invite à laisser dans les commentaires sous cette vidéo les questions que tu aurais voulu lui poser. Comme ça, lorsque je ferai un live avec elle, je poserai tes questions. Et elle répondra en direct à tes interrogations. Donc voilà, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'oublie pas à t'inscrire à la liste d'emails privés également. Et on se redit à très bientôt. Ciao! Alors, si tu n'as toujours pas tes patchs officiels du citoyen prévoyant, tu peux toujours les commander. Ils sont encore disponibles. Le patch autonomie est disponible. Le patch citoyen prévoyant officiel que tu peux coller sur tes pochettes. Il y a du velcro, ça se scratch. Tu peux le coller également sur ton sac d'évacuation ou sur une autre pochette, comme tu veux. Est encore disponible la version France, la version Belgique, la version Suisse, la version citoyenne prévoyante France, la version du Canada et la version autonomie. Donc le lien est dans le descriptif sous la vidéo.